à l'IA, l'intelligence artificielle. Ça se passe en ligne jusqu'au 5 mars prochain. Une vingtaine de pièces sont proposées, ce qui déclenche d'ailleurs la polémique dans le monde de l'art. Muriel Malouf. L'intelligence artificielle bouleverse notre quotidien et le monde de l'art en fait partie, estime la directrice des ventes d'art numérique chez Christie's, Nicole Salle-Gilles. Elle souligne par ailleurs que les artistes de cette vente utilisent l'IA comme un complément de leur pratique. Parmi eux, l'américain Charles Surrey est considéré comme un pionnier de cet art informatique. Christie's propose une de ses œuvres datée de 1966 où il a utilisé un logiciel pour déformer l'un de ses dessins. Le clou de la vente, Emerging Faces, de l'américain Pindar Van Harman, est estimé à $250 000. C'est une série de 9 tableaux issus de 2 intelligences artificielles. La première peint un visage et la deuxième l'arrête en reconnaissant une forme humaine. Cela donne des apparitions fantomatiques à la limite de l'abstraction. Mais cette vente n'est pas du goût de tous. Ses détracteurs estiment que certaines œuvres ont été créées avec des modèles d'IA ayant utilisé sans autorisation des travaux protégés par le droit de la propriété intellectuelle et qu'il s'agit donc de vol. Une pétition pour demander l'annulation de la vente sans succès a recueilli plus de 6000 signatures. Muriel Malouf du service culture de RFI. En football, rapidement, les tirages au sort de la Ligue des Champions ont eu lieu aujourd'hui, vendredi, pour les 8e de finale. Parmi les rencontres à signaler, le PSG affrontera Liverpool et le Real Madrid jouera contre l'Atlético. C'est la fin de ce journal en français facile. Dans quelques instants, rendez-vous avec le Café des Sports. Et si vous voulez vous entraîner en réécoutant ce journal avec son script, c'est sur françaisfacile.rfi.fr. Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud. Dès l'annonce des élections en Allemagne, un dispositif de désinformation sous influence russe est activé au profit de l'extrême droite allemande. De fausses nouvelles publiées sur de faux sites selon un mode déjà éprouvé aux États-Unis. Avec Marc Fadoul, enquêteur numérique, nous évoquons ces menaces qui planent sur l'intégrité des élections. Les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h30 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports de RFI, de France 24, le Café des Sports, continuation du Radio Foot International tout au long de la semaine, avec les invités, certains habitués de ce Café des Sports et puis d'autres pour un peu donner de l'air et changer quelque peu les confrontations. Alors pour ce qui est des habitués, ils sont là. Rémi, bonjour. Bonjour. Monsieur Rémi Ngono. Bonjour Rémi, et puis surtout je voudrais dire que les marabouts africains ont bien travaillé pour le Barça qui est tombé sur une équipe qu'on appelle Ben Tapioca, je ne sais pas. Xavier Barré, bonjour. Je pense que c'est une petite pique en passant, comme ça, comme... non, c'est une mise en bouche, ça s'appelle. Vous savez, avant l'apéritif. Moi, je pense qu'on a un bon programme. Hein. Oui, bonjour, je pense aussi. D'ailleurs, on a assis Rémi à côté d'un Espagnol, on s'est dit, un Madrilène en plus, on s'est dit peut-être que ça pourrait créer des affinités. Bonjour Manu Teladios. Bonjour, comment ça va? Très bien, notre confrère de RFI en espagnol. Et puis, alors le défenseur, lui, il va tout arrêter, il va remettre la balle au centre. Bonjour Eric Ravessandra. Je suis pas sûr d'arrêter tout, mais bonjour Annie, bonjour. Ça risque de voler haut ou bas, je sais pas, ça dépendra. Ça dépend c'est qui. Enfin. En tout cas, dans les débats du jour, eh bien, nous commencerons évidemment par la Ligue des Champions. Et nous commencerons par le tirage au sort avec des confrontations prometteuses dans cette nouvelle formule. Le PSG recevra les Reds de Liverpool alors que les Dogs lillois iront jouer face aux jaunes et noirs de Dortmund. Il y aura aussi 2 derbys fraticides dans ces journées. À Madrid, entre le Real et l'Atlético, et en Allemagne, entre le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen. Des rendez-vous très prometteurs et nos débats aussi, je crois. L'arbitrage du championnat au cœur des polémiques
en Espagne. Les grands clubs se disent mécontents, critiquent, ironisent et les arbitres incriminés, montrés du doigt, se retrouvent la cible d'insultes, voire de menaces. Quel est donc le problème ? Les Brésiliens, vainqueurs de la Copa América des moins de 20 ans. Les jeunes conservent leur titre continental. Prometteur, qui sait ? Serait-ce du sang neuf pour la sélection do Brasil? Les cartons, les vôtres et les nôtres en cette fin d'émission. Au générique, l'émission a été préparée avec l'aide de David Finzel. Laurent Salerno est à la réalisation radio. Et pour ce qui est des moyens vidéo, Yann Bourdela, Swell Kedir et Adrien Toureau. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Le tirage au sort a donc eu lieu ce matin en Suisse, au siège de l'UEFA. Il y en a beaucoup en ce moment, alors on commence à avoir pris l'habitude de ces boules, de ces personnages qui font, au gré du hasard, les affiches de rencontres qui parfois nous enchantent. Alors, pour ce qui est des huitièmes de finale, eh bien... il y aura du suspense et sans doute même de l'effroi pour certaines équipes quand elles ont dû voir à qui elles seraient confrontées. Rémi, vous avez eu peur, non ? Vous avez peur de rien ? Alors, de l'ensemble... C'est notre compétition. Oui, je sais. On en fait ce qu'on veut. Tout le monde adore et ça. Parfois, on distribue quelques miettes. On verra Rémi. En tout cas, dans l'ensemble, on a une promesse de spectacle, quelque chose de spectaculaire. Et je pense que ceux qui ont pensé la nouvelle formule ont espéré cela. Il y aura évidemment des surprises. Il y en a eu déjà cette semaine pour ce qui était des barrages. Les huitièmes se disputeront dans la première quinzaine du mois de mars. Alors, vous parliez du FC Barcelone. Rémi, ils ont écopé du Benfica Lisbonne, là où ils iront jouer. Pour l'Inter Milan, eh bien Milan... le Milan AC a été éliminé par le Feyenoord. Eh bien, c'est l'Inter maintenant qui se retrouve confronté au club des Pays-Bas. Arsenal ira jouer du côté d'Eindhoven face au PSV et Aston Villa ira à Bruges. Et puis, nous avons gardé le meilleur pour la fin, les autres rencontres, et notamment celles des clubs français, avec le Paris Saint-Germain qui a tiré le gros lot. Au Parc des Princes, en tout cas, ça sera du spectacle et une belle fête, puisqu'il s'agit de Liverpool. Alors... si les Parisiens ont eu tant de mal à se qualifier pour ces barrages, au moins, les Reds, eux, ont dominé tout ce qui était la première partie de cette compétition. Les Reds se retrouvent premiers avec 7 victoires pour 1 défaite. Malgré tout, en ce moment, l'équipe d'Arne Slot, Xavier, on a l'impression que ça patine un petit peu. Je vais d'abord quand même demander son sentiment à notre ami ex-capitaine du Paris Saint-Germain, Eric Rabé-Sandratana. Est-ce que d'abord c'est une confrontation qui vous inquiète, qui vous enthousiasme? Je vais pas faire le malin, mais non, c'est Liverpool. Après, franchement, ce Paris Saint-Germain m'étonne de match en match sur cette Ligue des Champions. C'est une belle affiche, c'est prometteur d'une belle fête. C'est quoi? Ça promet un vrai bon match. Je suis content aussi de... Alors, c'est pas que j'en avais marre un peu du Barça, mais il y avait le Barça ou Liverpool. Donc j'ai envie de dire, voilà, ça change un peu. Ouais. Et puis, non, franchement, dans l'affiche, c'était quand même beau. Je pense que... il y a quand même une possibilité pour le Paris Saint-Germain de passer en étant sérieux et en étant fort. Donc c'est là aussi le vrai test pour le Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont été capables d'être forts pour l'instant, mais ils n'ont pas rencontré d'équipe comme... Ça fait 2 mois qu'ils sont forts en Ligue des exactement, Champions, mais ils n'ont pas rencontré d'équipe comme Liverpool. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, il faut redescendre et se dire que en face, il y a un vrai adversaire et que ça va être très très dur, mais c'est passionnant. Quand même. Eric Roy disait mercredi soir en conférence de presse après le match du PSG contre Brest, il disait j'ai été très impressionné par Barcelone, ils ont perdu 3-0 au Stade Olympique. J'ai été très impressionné, mais ce Paris Saint-Germain-là est encore plus impressionnant. Et je ne pense pas que Liverpool ait rencontré jusqu'à présent une équipe du niveau de ce Paris Saint-Germain-là. On ne parle pas de celui de l'automne, on parle de celui de maintenant. Et ça, c'était l'avis d'Éric Roy, donc l'entraîneur de Brest, qui, je trouve, est très intéressant. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le PSG s'est vraiment élevé à un très haut niveau et que même ce Liverpool, leader du championnat d'Angleterre, actuellement sorti en tête de la phase de championnat du premier tour de la Ligue des Champions,
eh bien ce Liverpool-là n'a peut-être pas autant de marge qu'on pouvait le penser sur le PSG. Donc, encore qu'on n'a pas vu le Paris Saint-Germain confronter à une équipe de ce niveau. Ok, ils sont très bons, mais Manchester City, c'est quand même une équipe branlante. Brest, ils étaient en déconfiture. Il faut quand même faire les matchs. Aujourd'hui, la dynamique, tu viens de gagner 5 matchs d'affilée en Ligue des Champions. Ce que tu n'aurais jamais dit en pensant au départ de cette compétition. Donc ça veut dire qu'il y a du mieux et qu'il y a des choses intéressantes. Après, je ne suis pas sûr que Liverpool soit content de rencontrer le Paris Saint-Germain non plus. Exactement. Rémi, est-ce que selon vous, c'est même peut-être le bon moment pour ce Paris Saint-Germain qu'on a vu donc avoir du mal à se trouver en début de saison, contrairement à Liverpool qui, malgré le changement d'entraîneur, malgré quelques ajustements dans l'effectif, a commencé très très fort. Ils sont toujours premiers en Première Ligue, même si ils viennent de faire 2 matchs nuls en 3 rencontres et qu'ils ont été éliminés un peu bêtement en Coupe d'Angleterre. Justement, vous évoquez leur élimination devant Plymouth, où justement je parlais. C'était votre carton, mon carton rouge. C'est quoi, 4e division Oui, donc bien évidemment, j'avais dit que Liverpool risque d'avoir des problèmes physiques parce qu'ils ont commencé tambour battant. Et moi, je disais toujours que les grandes équipes comme le Real, c'est plus tard qu'ils montent en régime. Donc actuellement, je constate quand même qu'ils sont un peu diminués physiquement. Lorsque vous regardez leur match contre Wolverhampton, vous voyez que vers la fin, pratiquement, ils sont sur des rotules. Contre Everton, ils se font quand même égaliser dans la dernière minute, sans pour autant oublier que Aston Villa également, eux qui n'encaissaient pas des buts, ils ont aussi pris 2. Ça fait quand même pour des matchs, et surtout qu'on se disait qu'avec la charnière Van Dijk et consort, on se disait que c'était une équipe qui était imperméable. Sans oublier que le dernier match, peut-être de la Ligue des Champions, ils ont perdu ça face à Eindhoven. On disait que c'est un Liverpool qui était invincible. Mais il faut faire très attention, parce que justement, c'est là où ils peuvent être dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le système de jeu du Paris Saint-Germain. Ce Liverpool souffre devant des équipes qui sont très regroupées et qui savent contre-attaquer. Or, ils sont très forts dans les transitions. Et Paris Saint-Germain aime la possession. Alors, Liverpool a des flèches, telles que Salah, qui aujourd'hui, en 66 matchs, tout le monde le sait, a 28 buts et 19 passes décisives. Vous avez aussi Diaz de l'autre côté. Donc, ils peuvent aller très vite au niveau de la profondeur. Donc, à partir de cet instant, je crois que c'est plutôt Paris Saint-Germain qui est en danger. Pourquoi? Parce que l'euphorie de la victoire va entraîner le Paris Saint-Germain à croire qu'ils sont déjà supérieurs. Or, il y a un proverbe africain qui dit... Oui, il y a un proverbe qui dit on apprend peu avec la victoire, mais beaucoup avec les défaites. Ils en ont eu des défaites. On se souvient de certaines très, très vexantes en début de saison. Manu, on imagine que Luis Enrique, il doit saliver à l'idée de ce match. Et lui, il saura leur dire, bon, on a gagné la dernière fois, mais c'est pas toujours pareil. Oui, bon, Luis Enrique, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a... Je crois que c'est 2 semaines qu'il y a dit une chose que je n'attendais pas, du type, on va voir si on est les premiers à faire histoire avec les PSG. Donc, il envisage déjà la possible victoire en Ligue des Champions. Donc, je crois qu'il est très confiant, même s'il ne peut pas l'avouer publiquement comme ça. Après, c'est un rival... Surtout à Paris. Oui, non, mais il a dit ça, il est toujours très prudent. Il a dit ça, je crois qu'il parlait, c'était une longue réponse, et je crois qu'il n'a même pas réfléchi au fait qu'il a dit ça, et puis il a dit, peut-être que j'aurais pas dû le dire, mais ça montre. Attention. Après, je suis d'accord, les pertes des balles pour les PSG, ça peut être dangereux. Le PSG quand même a joué face à des rivaux difficiles. Cette saison, ils sont perdus face à des rivaux difficiles en Ligue des Champions tout au début. Pour moi, ce qui équilibre un peu les choses, c'est que le PSG va très bien le dernier match. On va dire que Liverpool va pas si bien, parce qu'ils vont pas mal non plus. Et l'effet de l'état physique, j'ai vu d'autres équipes qui commencent très fort. Puis janvier, février, ils se calment un peu parce qu'ils veulent garder un peu d'énergie pour la dernière partie de la saison. Mais c'est surtout la différence Premier League, Ligue 1. Les matchs de PSG n'arrivent pas à te préparer vraiment pour un match comme celui-là. Rémi Ngono fustige l'élimination de Liverpool de la Cup. Mais il a oublié de dire que ce n'était pas l'équipe première de Liverpool qui jouait, même pas l'équipe B, c'était l'équipe C qui jouait à Plymouth. Alors effectivement, ils ont perdu 1-0 dans ce tour de Cup. Non, mais bon, ils sont fait éliminer de la Cup par non pas une équipe de 4e division, Plymouth étant Championship, c'est-à-dire en 2e division. Donc ils se sont fait éliminer de la Cup. Mais ils sont en finale de la Coupe de la League Cup, où ils joueront contre Newcastle. Ils sont toujours leaders du championnat. Et donc, effectivement, il peut y avoir de temps en temps des moins bien. Mais pourquoi? Parce que Arne Slot, dont c'est la première saison sur le banc des Reds,
c'est la première saison sur le banc des Reds. Eh bien, il découvre l'exigence des saisons en Angleterre, où on ne joue pas 1 ou 2 compétitions comme aux Pays-Bas où il était avant, on en joue 4. On en joue 4. Donc, même s'il a un effectif très important, il faut qu'il intègre cette rotation et de temps en temps, effectivement, il fait tourner et puis ça tombe mal. Eric, une dernière question au sujet de ce match. Le retour, évidemment, comme le Paris Saint-Germain est passé par les barrages, eux jouent le match aller à domicile et donc le retour sera à Anfield. Ça change beaucoup de choses? Bah, c'est toujours mieux, mais après, quand tu dois faire des exploits contre un Liverpool, ouais, mais non, mais j'ai envie de dire que aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment important, surtout quand c'est un adversaire comme ça. Paris a tout approuvé, Liverpool est quand même le favori de ce match. On va rester humble et on va pas oublier qu'en face, c'est un vrai adversaire et qu'il y a une histoire, il y a une continuité, une régularité dans la compétition. Donc Paris est mieux, mais Paris doit années, hein. Justement, Paris doit prouver. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est un vrai beau challenge et puis ça peut aussi marquer les esprits si jamais tu passes le cap. Ils ont fait 2 finales il n'y a pas si longtemps. Xavier, dans vos statistiques, vous devez avoir ça. Ils se sont rencontrés 3 fois, ces équipes PSG et Liverpool, ces derniers temps. Il y avait eu 1997, des temps anciens où Liverpool n'allait pas si bien. Et le Paris Saint-Germain avait gagné une demi-finale de Coupe des Coupes. Et puis en phase de poule, récemment, ils s'étaient rencontrés aller et retour. Il y avait encore Neymar, il y avait encore Mbappé. C'était 2018 et voilà. C'était un groupe très relevé où il y avait eu Naples et l'Étoile Rouge de Belgrade qui avaient joué les arbitres. Autre rencontre qui concerne un club français, c'est celle qui concerne les Lillois, qualifiés eux aussi directement. Alors, ils iront jouer à Dortmund leur match aller contre les jaunes et noirs d'un certain Serhou Guirassy, qui est resté à l'issue de ces barrages le meilleur buteur de la compétition pour l'instant. Les Dogs de Bruno Genesio n'ont-ils pas, Rémi, une carte à jouer sur cette rencontre face à l'équipe de Dortmund? On sait qu'elle va assez bien sur la scène européenne. Par contre, elle va beaucoup moins bien dans son championnat. Elle a encore perdu le week-end dernier et elle a un nouvel entraîneur. Mais s'il faut parler d'aller bien sur la scène européenne, c'est Lille qui va bien. Puisque Lille finit quand même bien évidemment dans le top 6. Aussi, puisqu'ils sont, ils sont passés les barrages. S'il faut regarder dans les compétitions européennes, Lille va mieux que Dortmund parce que Lille a quand même battu Real Madrid. Et bien battu. Lille a quand même battu Atlético. Attendez. Rémi, ils sont parmi les 8. Donc, j'ai pas dit qu'ils étaient Ils sont mauvais. même 6e. Je crois même ils sont 6e. Ils étaient 6e. Donc, c'est Dortmund qui doit avoir peur. Donc, c'est Dortmund qui doit avoir peur dans la mesure où, quand vous essayez de regarder, justement, moi, j'ai regardé la façon de jouer de Lille. Bien évidemment, c'est une équipe aussi qui va très, très vite. Et surtout, Bruno Genesio est bon dans les transitions. Or, même piège, c'est que le Dortmund que vous voyez actuellement encaisse beaucoup de buts. La preuve, c'est qu'ils sont déjà à 38 buts encaissés en Bundesliga. Et là où ils sont d'ailleurs 11e. Et deuxième des choses, c'est-à-dire que c'est le pire Dortmund depuis 2007. Or, lorsque vous regardez Lille va justement attendre que Dortmund, qui aime avoir le ballon, vienne dans son camp et les contres peuvent être mortels. C'est pour ça que je dis que ce Dortmund, face à Lille, bien évidemment, on dit que Dortmund se porte très très bien en Ligue des Champions, mais Lille ne bavarde pas. Mais Lille avance. Il y a un proverbe africain qui dit « L'insecte silencieux finit toujours par percer le mur ». Manu, comment vous la voyez cette rencontre, effectivement, avec un retour à Lille? Je ne vais pas dire que je pense pareil, mais je ne suis pas loin, en fait. Je crois que c'est Dortmund qui... Vous avez le droit d'être d'accord avec Rémi. Mais c'est pas que Dortmund doit avoir peur de Lille. C'est une maladie qui s'attrape facilement. C'est le plus facile. Prochaine fois, je vais venir, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce qu'après, je passe le temps à faire comme ça. Mais non, ils sont battus des rivaux comme les Real Madrid. Et ils vont bien et je crois que Niko Kovac, il n'arrive pas ni s'adapter à l'équipe, ni adapter l'équipe à ce qu'il veut. Et les seuls soucis il n'est pas encore là depuis longtemps. Oui, mais voilà, mais ça ne change pas. Il est arrivé, je crois, juste avant le match aller du barrage. Plutôt, on joue les matchs allés en avril, comme ça, j'aurai le temps, mais il ne peut pas les dire. Donc, les seuls soucis que je vois aussi pour Lille, c'est que je crois qu'ils jouent en Ligue face à Monaco et PSG. Donc, on va voir comment ils se font parce que ce n'est pas les mêmes effectifs. Mais pour moi, c'est un peu 50-50 quand même. Hein. C'est vrai que Dortmund a les noms, mais ils étaient finalistes, mais quand même, il faut voir la saison. Eric? Ouais, non, mais moi, je trouve qu'ils ont quand même gagné leur respect en faisant cette première partie de
cette qualification, Qualification où tu fais, automatique. Alors oui, c'est vrai qu'on aurait cru que le Paris on les attendait Saint-Germain pas. pourrait le faire. Non mais ouais, on les attendait pas. Les adversaires certainement ont sous-estimé cette équipe et derrière ils ont été punis. Donc aujourd'hui, ce sera pas le cas. Mais il leur manque aussi des gens comme Zegrova. Il va leur manquer des joueurs. Dortmund est finaliste de Ligue des Champions. Attention, on va respecter quand même cette équipe parce que Paris l'a pas spécialement respecté. Et derrière, ils ont été punis. Donc les Lillois vont certainement pas faire la même erreur. Je pense qu'ils ont montré justement, en se concentrant simplement sur leur performance et pas sur l'adversaire, qu'ils étaient capables de faire des choses intéressantes. Donc j'ai envie de croire qu'ils sont capables de passer devant Dortmund. Maintenant, il faudra être très très fort. Xavier, vous l'admirateur de Pep Guardiola, est-ce que vous admirez Pep Genesio comme on le surnomme? J'avoue que ce qu'il fait à Lille, c'est assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'est le parcours qu'ils ont réussi en Coupe d'Europe jusqu'à présent, même s'ils ont eu quand même de la réussite, notamment contre les deux clubs madrilènes. Bon, voilà, ça mérite vraiment le respect. Le fait qu'ils n'aient pas eu à jouer ce tour de barrage, ça leur a permis de travailler un petit peu plus sereinement, avec des semaines complètes de travail, et c'est important à cette période de l'année. Après, le calendrier, effectivement, est compliqué. Manu le rappelait, ils vont enchaîner des rendez-vous très importants en Ligue 1. Et la Ligue 1, c'est quand même le pain quotidien qui leur permettra ensuite de revenir en Coupe d'Europe la saison prochaine. Le pain quotidien, tu sais combien ils ont déjà gagné là? Oui, 70 millions d'euros avec la Coupe d'Europe. Mais si l'an prochain, ils ne sont pas... Si tu veux jouer la prochaine saison, si la saison prochaine, ils ne sont pas européens, ils devront revendre. Des choix difficiles. Voilà, ça sera compliqué. Donc il va falloir... Alors, ils ont un effectif assez intéressant, important quand même s'il y a des joueurs blessés. Et Dortmund n'est pas au mieux, donc j'espère que Lille sera au rendez-vous du tour suivant et pourrait retrouver Barcelone. Alors, il y a aussi 2 derbys. On va s'arrêter sur l'un des plus importants, bien sûr, parce que je pense que celui-là vaut son pesant, Rémi, et c'est Real Atlético. Est-ce que c'est dommage déjà pour vous que ça soit un derby madrilène en 8e de finale de Ligue des Champions? Mbappé a dit, c'est bien, parce que comme ça, on n'aura pas besoin de voyager. Non, mais il faut savoir que déjà même l'année dernière... en Coupe du Roi, ils se sont rencontrés en 8e de finale. Mais en Coupe du Roi, c'est normal, c'est que des équipes espagnoles. Donc c'est normal. Donc aujourd'hui, il faut savoir que c'est des équipes qu'on aurait souhaité avoir, mais si on regarde au niveau du palmarès, attendez. D'accord, 15 à combien? Real Madrid, c'est 15, de l'autre côté, c'est 0. Et de surcroît, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que, quand on essaie de regarder depuis 1959, Atlético n'a jamais éliminé Real en Ligue des Champions. Et lorsqu'on regarde depuis... Ils ne se sont pas rencontrés souvent. Depuis 2014, c'est 6 rencontres. Et chaque fois, c'est Real. Donc, tous, ils sont des clubs. Tous, ils sont des clubs de Madrid. C'est peut-être le moment de changer, non? D'ailleurs, on a vu en championnat cette saison, il y a eu une double confrontation. Ça a fait 1-1 à chaque fois. Au Metropolitano, 1-1. Pour les Real, quand même. Et 1-1. Attention, la proximité avec Rémi Ngono, parfois mauvaise conseillère. Mais il y a eu 1-1. Là, je suis pas si d'accord comme avant, mais... Ligue des Champions, c'est autre chose. Ne parlez jamais de Ligue des Champions. Et parmi les matchs que tu évoques, il y a eu 2 finales. Les 2 finales de 2014 et de 2016, effectivement, où le Real s'est imposé. Dans l'une, il y avait eu égalisation de Sergio Ramos à la dernière seconde, et du coup, ils ont gagné en prolongation. Et dans l'autre, il y a eu un pénalty raté par Antoine Griezmann. N'est-ce pas? Donc, le Real a eu encore une fois un maximum de réussite. Peut-être que la roue va tourner cette fois-ci. Une question, c'est est-ce que, justement, nous, on voit ça comme le derby espagnol, est-ce que ces 2 équipes jouent différemment quand il s'agit d'un 8e de finale de Ligue des Champions? Je crois que l'Atlético va jouer un peu plus défensivement. Et parce qu'ils ont fait les derniers matchs. C'est quand même leur spécialité. Et avec Simeone, il a essayé de jouer très bien. Il a essayé, il avoue, c'est que ça marche, c'est 1-0, on défend bien, on est solide, et puis on va voir, on a en plus Julián Álvarez cette saison. Donc, c'est ça que j'attends. C'est ça un peu qu'on a pu voir lors du championnat espagnol, où c'était 2 fois un partout, mais quand même légèrement pour moi favorable au Real Madrid, mais ça ne veut rien dire. Donc, légèrement favori peut-être le Real Madrid, mais pas si facile. Il n'y a pas Bellingham, le premier match. Il est suspendu. Donc, je crois aussi que l'effet des jeux à Bernabéu, ça va un peu équilibrer, parce que ce n'est pas la même chose aller jouer chez l'Atlético sans lui. Mais aussi, il y a un petit détail avec les calendriers, c'est que l'Atlético, avant ces matchs, ils vont jouer face à Valencia, Barcelone et Athletic Bilbao. Madrid, c'est Girona, Real Sociedad, Betis. Donc aussi, je crois que ça va être un peu plus compliqué pour l'Atlético. Mais une dernière chose, match très intense.
au niveau sportif, derby, mais aussi au niveau institutionnel. On parlera après quand on parle des arbitres. Mais les dernières semaines, ils se sont attaqués avec les community managers, des messages, etc. Donc c'est chaud, c'est chaud à tous les niveaux. Oui, exactement. Votre regard sur ce match, Eric? Après, évidemment que le Real est favori. C'est leur compétition, évidemment. Donc, on sait qu'ils sont capables de se transcender dans une compétition comme celle-là. Mais après, je trouve ça intéressant de voir l'Atlético en face parce que quand tu as l'habitude de les rencontrer en championnat, c'est jamais la même chose. Là, tu le dis, sur un des matchs, Bellingham est quand même un joueur important aujourd'hui du Real Madrid. Donc, c'est vrai que bon, ce sera beaucoup plus important que les statistiques. C'est pour ça. Je pense que vraiment, il y a peut-être un coup à faire déjà. Sur le match à Santiago, puis après, on ne sait jamais. Hein, comme ils ont quelques problèmes avec les arbitres. C'est le chapitre d'après. Mais avant, il faut qu'on aborde le dernier de ces derbys, qui est aussi très attrayant. Et c'est ce match qui aura lieu en Bavière d'abord, le Bayern Munich qui accueillera le Bayer Leverkusen. On en a parlé la semaine dernière, Xavier, parce qu'il y avait un match de championnat qui n'a rien donné. 0 but. 0-0. Oui, non, mais pas de. C'était spectaculaire. C'était spectaculaire, mais pour Leverkusen. Voilà, Leverkusen exactement. aurait dû l'emporter. Le Bayern a eu beaucoup de difficultés, mais en tout cas 0-0, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire match nul. Là, ça va être peut-être compliqué pour le Bayern, parce qu'on les a vus en difficulté avec le Celtic. 5 fois qu'ils vont se rencontrer dans une saison, c'est du jamais vu entre les deux, puisqu'il y a eu aussi un tour de coupe où Leverkusen a éliminé le Bayern, et puis il y avait eu le match aller du championnat qui avait fait résultat nul. Donc là, on a vraiment deux équipes qui sont très proches l'une de l'autre. Il y a 8 points d'écart en championnat parce qu'on sait que le Leverkusen avait un peu patiné au démarrage. Ils ont eu du mal à reprendre. Mais voilà, donc on l'a vu sur les confrontations directes. En fait, Leverkusen n'a aucun complexe vis-à-vis du Bayern. Et c'est pareil, moi je me réjouis aussi de voir cette confrontation, même si en Coupe d'Europe, j'aurais préféré un Atlético Bayern et un Real Leverkusen. Oui, mais bon, voilà, le sort a voulu que ce soit comme ça. Donc on va quand même avoir des matchs de très haut niveau. Un petit mot sur ce... En spectacle, je trouve que ça va être bien. Et je suis pas... Moi, je serais le Bayern, je serais pas très content de rencontrer le Leverkusen sur la compétition. Donc on va voir ce que ça va donner. Surtout que eux, c'est des débutants dans la compétition, mais on a l'impression qu'ils ont... Non, mais tu l'as dit, ils sont sans complexe. Aucun problème. L'année dernière, ils avaient disputé la finale de la Ligue Europa, donc ils avaient aussi maîtrisé... Ils ont déjà été en finale de la Ligue des Champions il y a quelques... contre le état des formes incroyables. C'est ça. Ils sont des crocheurs aussi. Mais je crois que si on regarde l'état de forme, c'est plutôt le Bayern Munich qui a à se faire beaucoup peur, parce que depuis que Xavi Alonso est là, le Bayern n'a plus jamais battu Leverkusen. Et lorsqu'on essaie de regarder quand même le dernier match, comme vous êtes en train de voir ça, il n'y a pas match parce que c'est 56% de possession, mais surtout, il faut regarder que Leverkusen, c'est 15 tirs. 6 corners contre 0 pour Bayern pour 2 petits tirs non cadrés. C'est trop faible pour une équipe du Bayern qui, pratiquement, c'est vrai qu'ils vont peut-être dire que Davis est arrivé, mais Davis, c'est pas un attaquant, c'est Davis qui sauve Bayern à la dernière seconde. Donc pour moi, Bayern revient presque d'outre-tombe et peut-être risquerait d'être dangereux, mais lorsqu'on voit la forme du moment, Leverkusen est beaucoup plus huilé techniquement et tactiquement. Évidemment, nous y reviendrons puisque ces matchs allés auront lieu les 4 et 5 mars prochains et les matchs au retour une semaine après, les 11 et 12. On continue et on va rester en Espagne, Manu Terradios. Alors, on va faire appel à vos lumières et à votre connaissance du dossier, Manu, parce que dans ce championnat plutôt attractif, dans ce championnat où il se passe des choses, où il y a quand même 3 clubs qui se battent pour la couronne, eh bien, il fallait trouver quelque chose en plus. Et c'est donc le problème de l'arbitrage qui est en train de faire un triste feuilleton du côté de l'Espagne, à tel point surtout que des arbitres, les fameux hommes en noir, qui ne s'habillent plus toujours en noir d'ailleurs, sont menacés, et notamment, évidemment, on le sait, à travers les réseaux sociaux. Alors, le Real Madrid, c'est lui, je crois, qui a commencé à lancer la première flèche. On a l'habitude, mais en tout cas, ils n'ont plus caché leur colère et ils dénoncent un système d'arbitrage corrompu de l'intérieur et complètement discrédité. Le Barça, qui a eu des problèmes d'arbitrage il n'y a pas si longtemps, ne dit trop rien pour l'instant. Et l'Atlético a aussi été un peu impliqué dans cette tempête. Est-ce que vous pouvez résumer rapidement pour nous, Manu ? Les dernières semaines, c'est clair que c'était le Real avec un communiqué qui a un peu tout commencé. Suite à quelques erreurs
de mettre en cause l'arbitrage. Oui, voilà, mais après, il y a une crise de crédibilité, je crois, pour l'arbitrage, ou de l'arbitrage en Espagne, avec les très célèbres cas Negreira et Barcelone, avec des erreurs qu'on a vues les dernières semaines, même des erreurs du règlement. Ce n'est pas une question d'interprétation, c'est le règlement dit ça, et tu ne l'as pas fait. Donc là. Et puis, donc des erreurs des arbitres, véritablement. Tel quel, pas pour Madrid ou pour Barcelone, mais pour appliquer ce qui dit les règles. Le règlement. Et puis, on a aussi une question institutionnelle des clubs qui sortent, qui critiquent très facilement. On a vu la télé du Real Madrid, mais on a vu des entraîneurs, on a vu Simeone qui disait, ça fait pas si longtemps, ça fait un siècle qu'ils font comme ça, en disant que Barcelone et Madrid étaient aidés par les arbitres. L'Atlético de Madrid qui a sorti aussi ses communiqués. Barcelone qui l'a fait aussi. Xavi, à un moment donné, il a dit, c'est très difficile de gagner contre ça, en disant, les arbitres qui aident les Real. Donc, personne n'est content, et je crois qu'il y a une crise de crédibilité de l'arbitrage, mais aussi les clubs qui les prennent d'une façon un peu trop agressive, de communiquer, les community managers, etc. Pour, tout ce qui est réseaux sociaux désormais donne une autre résonance. Et puis voilà, et ça, la clé c'est ça, c'est des arbitres qui ont été accusés d'avoir des liaisons avec un club ou un autre club, avec des business privés qui finalement apparemment c'est pas vrai. Oui, parce que là dans l'histoire par exemple, on a un arbitre qui a une société de conseil et qui était lui justement l'arbitre de ce match. C'était la société d'un business partner de lui, mais c'était pas sa société, donc c'était vraiment... les potes d'un pote. La fédération espagnole l'a exempté, donc il continue finalement à arbitrer. Mais Jude Bellingham, qui avait été exclu par lui, ne jouera pas les 2 prochains matchs. Javier Tebas, le président de la Ligue, l'équivalent de la Ligue, a dit lui, à un moment ou à un autre, il y a un problème dans notre système d'arbitrage. Enfin, en tout cas, il mérite amélioration. Alors, tout est perfectible, mais à l'ère de la VAR, est-ce que c'est pas surprenant quand même cette tempête ? Non, parce qu'en fait, c'est le résultat d'années et d'années de pratique. Et dans les jeux, maintenant, c'est effectivement sur les réseaux sociaux, donc tout le monde peut, entre guillemets, y participer. Mais auparavant, c'était plus dans les coulisses ou dans les journaux. Vous aviez, avant chaque grand match, toujours un focus sur l'arbitre. Et il y avait toujours en coulisses les présidents de clubs qui mettaient leur veto pour pas que ce soit tel ou tel arbitre parce qu'il était estampillé plutôt Barça ou plutôt Real ou plutôt Atlético ou plutôt Bilbao. Donc voilà, ça a toujours existé en fait. Maintenant, en Espagne. Aujourd'hui, en Espagne, mais dans d'autres pays aussi. Mais beaucoup moi je me souviens, un de mes premiers reportages pour France Foot, je vais en Yougoslavie à l'époque. Elle était en train d'éclater. Et la première chose que me demande l'entraîneur du Partizan, c'est est-ce qu'il y avait pénalty pour le match de l'Étoile Rouge où j'étais la veille. Donc voilà, c'est une constante dans tous les grands pays de football où il y a des grandes rivalités. Ce que pourraient faire les Espagnols, mais est-ce qu'ils sont suffisamment humbles pour ça, parce que leur fierté est de renommée mondiale. En tout cas, les Tebas, si tu veux. Ce que pourraient faire les Espagnols, c'est ce qui existe dans certains pays. Quand il y a vraiment trop de tension sur un match, on fait appel à un arbitre étranger. On fait appel à un arbitre allemand, anglais, hollandais qui va venir arbitrer le Classico. Et là, effectivement, on calmera le jeu. On a entendu Carlo Ancelotti. Est-ce que la fédération espagnole en Ligue des Champions, c'est très bien parce que les arbitres sont meilleurs sur la scène européenne qu'en Espagne. C'est une solution ponctuelle, mais aujourd'hui, ça peut calmer le jeu temporairement. Tu peux pas te voiler la face en disant que les 3 mettent la pression, surtout le Real, surtout le Barça, l'Atlético met la pression, mais plus pour essayer de rééquilibrer un peu. Mais pour quand même, c'est la même chose. Moi, je soutiens les arbitres. C'est aussi une façon de mettre la pression aux arbitres. Non, mais je sais. C'est pour ça que je te dis que moi, je déteste ça. Moi, je sais comment font les arbitres en France et comment ils font des erreurs et comment le climat est difficile parce que il y a une pression supplémentaire. Tu peux pas te voiler la face. Quand tu arbitres les plus grands clubs du pays, il y a une pression supplémentaire. On retrouve souvent les mêmes arbitres. Tu as plus de pression, tu as plus de difficulté à prendre une décision parce que tu sais que derrière, ça va amener quelque chose. Donc forcément. Donc je pense qu'aujourd'hui, les joueurs aussi sont responsables. C'est-à-dire que là, je le dis pour la France aussi. Je dis pour l'Espagne, mais pour la France aussi. Ou même pour quand tu regardes en Coupe d'Europe, les joueurs sont là, ils sont agressifs. Il n'y a pas de... l'arbitre a la pression de n'importe quelle décision et c'est dramatique en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire son métier normalement. Après, ils sont responsables de certaines situations, mais il n'empêche qu'il y a un climat qui est quand même difficile pour eux. Rémi ? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais quand un joueur fait une faute, on dit faute. Dans la profession de journaliste, on parle de faute professionnelle. L'arbitrage, c'est une profession. On ne doit pas parler des erreurs d'arbitrage, mais des fautes professionnelles d'arbitrage. Pourquoi ?
Parce qu'il y a une mauvaise foi manifeste. Je te prends un cas. Pas toujours. Nous sommes Real Madrid contre Espanyol. Oui. C'est marrant qu'ils prennent le Real. Quelqu'un agresse Mbappé. C'est-à-dire que n'importe quel aveugle voit une faute et tout le monde, vous avez la VAR, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu cette faute-là. Mais vous expulsez. Non seulement vous ne l'expulsez pas, mais par la suite, il marque le but contre le Real. Il marque le but. Zut. Deuxième des choses. Là, c'est... Comme tu parlais de foot professionnel. Monsieur, ne parle pas de l'année dernière. Le Real Madrid était tellement avantagé par le passé. On a été avantagé. Monsieur Xavier Barré, vous avez parlé tout de suite. C'est pas du tout le problème du Real. Voilà. Vous parlez de Real Madrid qui a été avantagé. On a encore vu contre Osasuna. Et d'ailleurs, on a pu voir comment est-ce que même... Bon. Je ne prends que des points de cette saison. Parce que s'il faut dire que... Parce que si on remonte dans l'histoire, effectivement, le Real Madrid ne peut pas se plaindre de l'arbitrage. Dans l'histoire, monsieur Xavier Barré, dans l'histoire, monsieur Xavier Barré, il est prouvé comme monsieur qui était le vice-président du CTA, c'est-à-dire le comité technique d'arbitrage, en Espagne, est acheté par le Barça, lui-même l'avoue, à 7 300 000, entre 7 300 000 euros, entre 2001 et 2018. 2001 et 2018. Voilà, et deux présidents du Barça, reconnus de corruption, sont en fuite. C'est des bandits de grand chemin. Pour d'autres choses. Non, mais puisqu'on parle de cette qui a saison... toujours acheté les arbitres. Combien de pénaltys a eu le Barça? Combien de pénaltys a eu le Real Madrid cette saison? Mais se plaignent quand même. Le Real Madrid a eu 14 pénaltys cette saison. Le Barça en a eu 8. On va laisser l'Espagnol conclure, s'il vous plaît. Le Real est Manu, juste pour terminer. C'est vrai qu'une partie de cette crise vient de ça. Je ne vais pas dire le fait qu'à la fin, on trouve que personne n'a été puni. Et ça a un peu créé cette crise. Après, par rapport... payer 7 millions à quelqu'un qui était le numéro 2 en activité. Après les erreurs, oui. Et après, ils sont punis quand même, les arbitres. On dit en Espagne, ils sont envoyés au frigo. On dit tel quel, frigorifico, la nevera plutôt. Donc, il fait une grosse erreur. Pendant un mois et demi, il n'arbitre plus. Ou il n'arbitre pas. Et puis, pour finir, quand on parlait des arbitres étrangers, je peux te dire, on fait venir un arbitre de la Chine, t'inquiète pas. Il fera une erreur, quelqu'un trouvera qu'il avait un cousin qui était supporter du Madrid et c'est pour ça. Donc ça ne va pas changer. Il faut asseoir le club et dire, messieurs, c'est fini, il faut quand même respecter un peu les arbitres. Et c'est fini, on respecte les arbitres ici et on passe à notre dernier sujet, cette Copa América des jeunes de moins de 20 ans. Y ahora recibe sus medallas, los campeones de la Conmebol Sub-20 2025, la selección de Brasil. Brasil. Je vais en France aussi, pas de choses à dire. Ouais. Pardon. Oh, c'est moi l'arbitre ici. S'il vous plaît, on me respecte. Heureusement, toi en France. Les Brésiliens ne remportent plus la Copa América, la vraie, celle des grands, depuis 2019. Mais par contre, les jeunes, eux, ils la gagnent. Et ils l'ont gagnée pour la deuxième fois. C'était cette semaine. Ils se sont imposés, les U20, comme on dit, les moins de 20 ans, pour la deuxième fois consécutive. Donc la victoire contre le Chili sur le score de 3-0. Et c'était leur 13e titre dans cette catégorie au niveau continental. Parmi les joueurs, alors il y en a un qui joue en France et le Stade de Reims va peut-être être très content de le récupérer parce qu'en ce moment ça va pas fort pour eux. Il s'appelle Gabriel Moscardo, il est d'ailleurs du Paris Saint-Germain, n'est-ce pas? Jeune milieu de terrain, mais prêté une année au Paris Saint-Germain. À 2 ans de la Coupe du Monde, Monsieur Xavier Barré, est-ce qu'on peut dire que des jeunes comme ça peuvent rêver de se faire une place dans une équipe où figure quand même, alors ça sera la dernière de Neymar, mais il y a aussi Vinicius, Rodrigo, Hendrick, on a Paqueta, Guimarães, Rafinha, Militao, Savigno, Becker. Est-ce que c'est des viviers d'une façon générale? Ça risque d'être compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est des viviers, mais vous l'avez rappelé, Annie. Dans l'histoire de cette compétition, la Copa América des moins de 20, le Brésil a gagné 13 fois, l'Uruguay 8, l'Argentine 5. Et aujourd'hui, à cet âge-là, les meilleurs sont déjà à l'étranger, souvent. Hendrick, et il suffit de... j'allais citer Hendrick au Real Madrid. Donc là, Moscardo, vous avez cité, en fait, il est prêté par le PSG à Reims, qu'il a envoyé jouer. Voilà, qu'il a envoyé jouer. Et en fait, presque cette sélection brésilienne
qui a été sacrée, c'est presque celle dont les clubs ont bien voulu libérer les joueurs, parce que sinon ils préfèrent les garder avec eux puisque ce sont hors des périodes FIFA. Donc la question c'est, est-ce que c'est un vivier? Le Brésil reste un vivier de footballeurs extraordinaires, mais ceux de cette génération moins de 20, pas forcément. Les meilleurs ont déjà été vendus. Et les meilleurs sont déjà partis. Peut-être il y en a un ou deux qui perceront, mais il faudra éplucher les listes dans les années à venir, voir lesquels vont rebondir. Non, mais d'ici 2 ans, on a une Coupe du Monde dans 2 ans. Je voudrais dire juste que sur ce tournoi, cette équipe, alors c'est 2 mini-tournois. Vous avez un premier tour de mini-championnat et une poule finale mini-championnat. Donc ils terminent avec 3 points d'avance sur l'Argentine. Ils ont fait match nul dans la poule finale, mais au premier tour, cette équipe brésilienne, ils sont pris 6-0 contre l'Argentine du petit Etcheverry. Le petit Etcheverry. La Côte d'Ivoire a attrapé 4-0 face à la Guinée équatoriale, mais a remporté. Il ne faut pas regarder les matchs du début. L'Argentine n'a pas gagné point final. Le petit Etcheverry qui est sous contrat avec Manchester City, qui avait été révélé lors de la dernière Coupe du Monde des 17 ans et qui était encore à River Plate. Et donc River Plate l'a laissé jouer ce tournoi. On ne parle pas des Argentins, là, on parle des Brésiliens. Le type là est toujours là. Il existe quand même Vous étiez chez les moins de 20 ans, vous? J'étais... Oui, j'étais tellement vieux. Non, mais oui, il y a un vivier, évidemment. Alors, il y a tellement de joueurs qui sont sollicités pour... ce vivier-là... Mais il y en a quoi, un ou deux qui réussiront en première sélection? Le problème, c'est que ça veut dire que cette Copa América, elle vaut rien. Alors, si tu te dis que... Le problème des compétitions de jeunes aussi, ce résultat-là ne vaut rien si jamais... Non, je pense quand même qu'ils ont des chances. Les Brésiliens ont toujours brillé et sont toujours des joueurs qui intéressent les championnats européens, donc j'imagine quand même que... Et autres qu'européens, d'ailleurs. Voilà pour ce qui est de cette Copa América. On avait envie de parler de la victoire des jeunes du Brésil. Ça nous fait toujours plaisir. On espère surtout que la Coupe du Monde 2026 se passera mieux, parce que pour l'instant, le Brésil, c'est... depuis 2002, leur dernière Coupe du Monde, leur 5e titre, c'est quart ou demi de mémoire. Allez, on continue, on va terminer par les cartes. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons de nos auditeurs et internautes sélectionnés par David Fitzel. Madrid. Je m'appelle Condé Kodjomoria Barwabe, togolais habitant en France, au Mans. Je donne un carton vert à toute l'équipe du Real Madrid et à Kylian Mbappé. Alors Xavier, on a dit quoi du Real Madrid? T'as-tu vu le match? Bonjour Radio Foot International, c'est Ndari. Et grâce. Depuis N'Djamena, je voudrais adresser un carton rouge à Pep Guardiola qui n'a pas pu digérer sa défaite au match aller et qui malheureusement a transporté encore la défaite à Bernabéu. Moi j'adresse un carton vert au Real Madrid. Oui, bon, d'accord. Voilà, Guardiola s'il était africain devrait comprendre que le meilleur guerrier n'est pas celui qui gagne souvent le combat mais qui repart toujours au combat sans avoir peur. Voilà Rémi, c'est ma fille comme ça, carton vert au Real Madrid. Qui suis-je? Bon café des sports. Radio Foot Abdourahmane Malsali depuis Markaba, l'extrême nord Cameroun. Mon carton d'aujourd'hui est de la couleur verte et va à l'endroit de Paris Saint-Germain. Rien que pour 2 matchs, comptabilisé 10 buts, 0 encaissé. J'aurais aimé que la prochaine rencontre c'est avec Real Madrid. Rémi Ngono. Carton vert à Kiki de Bondy, carton vert à Kylian Mbappé. Grâce à son triplé en match de barrage contre Manchester City en Ligue des Champions, bien sûr, il a montré qu'il est très fort mentalement, malgré les critiques, malgré les chambrages, malgré la pression. Aujourd'hui, il a su garder la tête haute. Karim Barry, depuis Guinée-Conakry. Je suis Boubacar Sedou, depuis le Niger. J'adresse un carton vert foncé à l'équipe du PSV Eindhoven suite à leur victoire sur la Juventus. Comme quoi les petites équipes sont en train d'émerger avec la nouvelle formule de la Champions League. Merci et bonne émission à vous. Salut Radio Foot International, c'est Diallo Ibrahima depuis Conakry. Je donne un carton rouge au football italien avec 5 clubs engagés à Ligue des Champions. Voici le résultat. Un seul club à week-end de finale. Merci. Salut l'équipe de Radio Foot. J'ai un carton très vert adressé au Real Madrid, bien que je ne suis pas madrilène. Et un carton très rouge aux consultants qui essaient de nous faire croire que Guardiola est le meilleur coach de l'histoire. Carlo Ancelotti, malgré tous ses blessés, arrive à faire des merveilles. Mais Guardiola, malgré tous ses milliards, impossible. Comme vous dites, l'argent est bien, mais le travail, la connaissance, c'est au-dessus de tout. Salut Radio Foot International, moi c'est Glody Mabelabo depuis Kinshasa. Je donne un carton rouge
à Piero Gasperini d'avoir tenu des propos envers Lookman. Quand bien même il avait loupé son penalty, il ne devait pas tenir de tels propos. Donc pour moi, je lui donne un carton rouge. Moi, c'est Benjamin Chado depuis le Cameroun. Mon carton, il est vert. Vert pour Kylian. Kylian. Ah, Kylian. T'es pas content? Triplé. Bon, alors voilà, le café des sports. Carton vert, Kylian. Il n'y a pas de discussion. Carton jaune, Brest. On va pas leur mettre un carton rouge. On tape pas sur une ambulance. Carton rouge. Carton rouge. Vous êtes tellement nombreux à le mériter dans le football. Je préfère pas en parler. Merci de m'avoir écouté. Bonjour Radio Foot, bonjour à tous, c'est Géraldine Ngono. Alors mon carton vert, il est pour le Real de Madrid qui a fait encore une belle performance lors de leur dernier match. Un big up à Kylian Mbappé qui m'a donné une banane. Et un dernier carton vert à Annie qui fait à chaque fois de belles passes décisives de parole lors des émissions. Merci. Salut à toute l'équipe du Café des Sports. C'est Jafon Nour du plus Congo Brazzaville. Aujourd'hui, j'attribue un double carton rouge à Mr Xavier Barré qui nous avait donné ses statistiques en disant que l'année dernière, c'était le Real Madrid qui s'est qualifié et cette année, ça aurait dû être le tour de Manchester City. Mais Kylian Mbappé et la Maison Blanche ont décidé autrement. Comme le dit un proverbe africain, Xavier Barré propose et Dieu dispose. Big up à toi, Rémi René. C'est bon ça. Il est bon celui-là. Comme d'habitude, on se régale. Ils sont pas d'accord votre gradin, Xavier. Ça va, viens ta point qui sait attendre. C'est un proverbe français, ça. Moi, j'ai adoré l'instituteur qui a dû laisser ses enfants dans la cour de récré pour vite nous poster son carton. Et Rémi, il a beaucoup de cousines comme ça, faire témoigner parce que... En stage à RFI, c'est pour ça. Et puis, on a adoré Olivier Roger, merci beaucoup. Notre confrère, il s'est amusé parce qu'il passe toujours pour parler foot avec nous et il a toujours défendu Kylian Mbappé, donc c'était important. Merci Olivier. Allez, à vous les amis. Alors Rémi, comme vous avez commencé très bougon là, on vous donne la parole tout de suite. Rouge, rouge à Dertin Boulengue. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est le sélectionneur des U17 de la République centrafricaine et qui a pris une branlée devant les Lionceaux U17 du Cameroun, 9-0. Ah oui, alors, au lieu de justifier sa défaite, il dit, mais attendez, on n'a pas joué contre les U17, mais de vieux papa. Mais, il dit, mais vous voyez le gardien tiré, étant dans son camp, ça allait de l'autre côté. C'est très grave ça, donc c'est des vieux papa. Ouais. Je peux bien le comprendre, je peux comprendre, monsieur le sélectionneur, mais je devrais quand même vous dire que allez vous renseigner au Cameroun, écoutez surtout le morceau de l'artiste Tirage, où nous, chez nous, par exemple, une femme peut garder une grossesse, un bébé dans le ventre pendant 10 ans, les enfants naissent, l'enfant de Tirage est né avec la calvitie, la barbe, les cheveux blancs et les chics aux pieds. Comme le dit un proverbe. Allez Rémi, le proverbe. Comme le dit un proverbe africain, l'enfant du lion est plus grand que le vieux chat. Pas mal. Manu. Un carton, c'est un peu moche ce que je vais faire, mais c'est un carton jaune. Je ne peux pas mettre rouge pour Brest. C'était une belle aventure européenne, donc qui méritait un vert, mais après, comme ils sont finis face au PSG, la blague sur Mission Impossible est qu'après les premiers matchs, et après surtout les 12e matchs, comme ils sont affrontés face au PSG, je ne vais pas dire que PSG n'a pas bien joué. Ouais, mais ils ont encaissé 10 buts, quoi. Voilà, un petit carton jaune pour eux. Ça aurait pu finir un peu mieux. Oui, surtout pour Eric Roy, on était un peu en colère contre sa compo. Xavier, vous êtes, allez, couleur vert. Claire. Oui, non, mais moi je suis comme effectivement notre auditeur au Togo, l'autre qui était au Cameroun, et même notre collègue là dans les étages. Vous êtes pour le Real. Carton vert à Kylian Mbappé. Ah, d'accord. Carton vert à Kylian Mbappé. Attendez la suite. Parce que carton vert à Kylian Mbappé, parce que il est allé jeudi à Caen. Ah oui, club dont il est propriétaire via sa fondation, actionnaire à 80%, qui est dernier du championnat de 2e division. Il allait apporter son soutien aux joueurs, à l'entraîneur, nouvel entraîneur. Il a passé la journée avec eux, il a pris son avion privé, il a profité de sa journée de repos pour aller supporter le club dont il est actionnaire. Je trouve que c'est très bien qu'il s'implique, qu'il montre l'exemple puisqu'il met son argent dans le football, qu'il retourne vers le football de base un peu de ce qu'il a gagné. Bravo Kylian pour cette belle
et solidaire démarche. Vraiment, Eric. la Maison Blanche. Eric. Il y a beaucoup pour Kylian quand même. Hein. Oui, alors moi c'est pour mon PSG, vous savez bien, mais oui, un carton vert pour le retour de Kimpembe parce que il a tellement passé. Mais il a passé tellement de temps loin des terrains, voir l'accueil qu'il a reçu au Parc des Princes, c'était plutôt. On sait qu'il a toujours été. Oui, mais là c'était vraiment très chaleureux et je pense que voilà, il a peut-être accéléré un peu plus encore son retour avec. Vous pensez qu'il jouera le 8e de finale? Je pense qu'il peut, qu'il va pouvoir jouer. Après, un match entier, j'y crois pas du tout, mais au moins une partie du match, c'est sûr. Le carton de Radio Foot International, alors il n'est ni rouge, ni jaune, ni vert, il est bleu. Bleu, vous savez, c'est la couleur aussi de la glace, des icebergs, de tout ce qui est glacé. Et on met un carton à cette... Non, au froid qui a sévi en MLS. Il y avait un match et j'imagine que vous avez vu l'Inter Miami de Messi. Notamment, ils ne voulaient pas aller jouer. Ils ont joué, il faisait moins 17 degrés sur le terrain. Résultat, alors ceux qui nous regardent peuvent le voir, il y avait des stalactites. Moi j'ai fait moins 8, je sais que c'est très froid, alors moins 17, je sais pas comment ils ont fait. Hein, c'est horrible. On avait vu déjà Lloris l'année dernière jouer dans la neige où il voyait absolument rien aux États-Unis. Ben là, ils ont recommencé, moins 17. Résultat, tous les joueurs avaient la barbe glacée, les sourcils glacés, les cheveux glacés. Bon, enfin, ça devait être terrible. Mais l'Inter Miami a gagné ce jour-là. C'est la fin de ce Café des Sports très animé, on vous avait prévenu, hein, et c'est ce qui s'est passé. Merci à tous de nous avoir suivis. Et qu'est-ce qu'on dit? Bon week-end à tout le monde? Bon week-end, ouais. Bon week-end. Bravo. À la semaine prochaine.